Bienvenue dans The Deep Dive. Il faut vraiment s'imaginer la scène d'aujourd'hui parce elle est d'une brutalité absolue. Ouais, le mot est faible, c'est un effondrement total. C'est ça. On possède tout ce qu'un être humain peut désirer. Une richesse incalculable, un pouvoir politique immense, une intelligence hors du commun célébrée par tout le monde. Le sommet de la pyramide, quoi. Voilà. Et puis, du jour au lendemain, on perd absolument tout. On se retrouve jeté dans un cachot sordide, dépouillé de ses biens, de son honneur, et on attend une exécution d'une violence inouïe. C'est vraiment la situation où la plupart des gens, ils s'effondreraient complètement. Bah oui, que fait-on dans ces moments d'isolement absolu? La plupart des gens pleureraient sur leur sort. Mais la personne dont on parle aujourd'hui, elle ne fait pas ça. Elle prend ce qui lui reste, c'est-à-dire son esprit, et elle écrit l'un des textes philosophiques les plus influents de toute l'histoire humaine. C'est une prémisse qui donne le vertige, honnêtement. C'est l'ultime test de résilience mentale. Quand le monde extérieur n'existe plus, quand il n'y a plus d'espoir de survie, qu'est-ce qui reste à l'intérieur pour tenir le coup? Bon, décortiquons un peu tout ça. Pour cette plongée approfondie, on se base sur une source vraiment fascinante. C'est l'introduction extrêmement détaillée qu'a rédigée Aristide Bocconiano pour l'œuvre légendaire d'Anicius Manulus Severinus Boëtius. Qu'on appelle plus simplement Boès pour faire court. Oui, c'est quand même plus simple à prononcer. Donc ce texte écrit dans l'ombre d'une cellule, c'est la consolation de la philosophie. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre cette chute spectaculaire, de percer les messages cachés dans ce texte et surtout d'extraire cette fameuse consolation. Tout à fait. Et je suis convaincu que c'est une approche indispensable aujourd'hui. Voir comment la raison pure peut triompher du chaos, c'est le remède parfait contre l'anxiété ou la superficialité de notre époque moderne. Je suis ravie que tu dises ça. Mais avant de plonger dans la philosophie, il faut poser le décor. On ne peut pas saisir le poids de ce livre sans comprendre l'univers politique qui est en train de s'effondrer autour de lui. C'est clair. Si on regarde la situation globale, on est au tout début du VIe siècle, autour de l'année 524 pour être précis. L'Empire romain d'Occident, c'est fini, non? Bah oui, c'est de l'histoire ancienne à ce stade. Il est tombé en 476, donc l'Italie est dirigée par Théodoric, le roi des Ostrogoths. Alors Théodoric, on le qualifie souvent de barbare dans les textes, mais c'est pas juste une brute singulière, si. Moi, je le vois un peu comme, tu sais, un PDG impitoyable qui vient de réussir une OPA hostile sur une très vieille entreprise prestigieuse. C'est une super métaphore, ça. Il a gardé les anciens cadres romains pour rassurer tout le monde et faire tourner la machine. Mais il est terrorisé à l'idée qu'il complote en son dos. Parce qu'il a un gros complexe d'infériorité, en fait. Et énorme. Théodoric est un stratège brillant, mais il est analphabète. Face à l'aristocratie romaine, qui est hyper sophistiquée, il a ce mélange d'admiration et de paranoïa aiguë. Et en plus de ça, la géopolitique s'en mêle. Voilà. Il sait que l'Empire romain d'Orient, à Constantinople, le considère comme un usurpateur. Et par-dessus ces tensions politiques, il y a la religion qui vient mettre le feu aux poudres. Rome et Constantinople sont catholiques, alors que Théodoric et les Gosses sont ariens. C'est le facteur aggravant par excellence. L'arianisme, en gros, ça considère que le Christ a été créé par Dieu et lui est subordonné. Le catholicisme affirme leur égalité stricte. Et à l'époque, c'est pas juste un débat pour le dimanche matin. Non, c'est une ligne de fracture politique majeure. Théodoric a toujours peur de la cinquième colonne, que les Romains catholiques s'allient avec l'Orient pour le renverser. Exactement. Et c'est au milieu de ce champ de mine qu'apparaît notre figure centrale. Boès est la source décrit un homme qui a littéralement tout pour lui. Il y a le Golden Boy de l'époque, issu de l'agence Anicia, une famille hyper illustre qui a donné des empereurs. Il est riche, il est poète, c'est un érudit qui traduit Aristote, et il est marié à la fille du grand Saint Mac, le chef du Sénat. Un CV parfait. Et en 510, il devient consul, puis Théodoric en fait son magister officiorum, en gros son premier ministre tout-puissant. Pour Théodoric, c'est un coup de génie, hein. Il achète la loyauté de l'élite romane en mettant leurs meilleurs éléments au pouvoir. Il pensait que ça se passerait comme ça, oui. Le problème, c'est que Boès n'est pas un politicien cynique, c'est un philosophe. Un fan absolu de Platon. Et Platon, son grand truc, c'est le philosophe roi. L'idée que le pouvoir, ça sert à faire le bien commun, à protéger les faibles, pas à s'en mettre plein les poches. Et c'est là que ça coince. En arrivant au pouvoir, Boès découvre la corruption des agents de Théodoric. La source parle de types comme Conyghaste ou Triguilla, qui sont de vrais prédateurs pour les citoyens romains. Et Boès, fidèle à ses principes, s'oppose frontalement à eux pour protéger le Sénat. Il se fait des ennemis très puissants dans l'ombre. C'est le grain de sable dans la machine ostrogoth, ce qui nous amène à la chute. Et quelle chute! L'affaire Albinus.
Le contexte est électrique, parce que Justin, l'empereur d'Orient, vient de sortir des lois très dures contre les Ariens. La paranoïa de Théodoric explose. Et là, un officier royal nommé Cyprien accuse publiquement un grand sénateur, Albinus, de comploter avec Constantinople. C'est le moment de vérité. Boès est aux premières loges. Il aurait pu fermer les yeux, sacrifier Albinus pour sauver sa peau. Mais il choisit l'honneur. Un choix qui confine au suicide politique. Mais carrément, les mots qu'il prononce face au roi sont historiques. Il dit en gros, l'accusation est fausse, mais si Albinus l'a fait, alors moi et tout le Sénat, on l'a fait de concert. C'est l'étincelle qui fait tout exploser. En voulant faire reculer le roi par l'absurde, Boès lui donne exactement ce qu'il cherchait, la preuve ultime que l'élite romaine est unie contre lui. Albinus passe au second plan. La cible, c'est devenu Boès. Il est arrêté tout de suite. Et là, les accusations deviennent complètement surréalistes. Haute trahison, bon, on s'y attendait, mais on l'accuse aussi de magie. De magie, oui, c'est fou, mais c'est un mécanisme de diabolisation très classique. Comment un Premier ministre se retrouve accusé de sorcellerie? C'est absurde. Parce que Boès est un savant. Il étudie la géométrie, l'astronomie, il observe les étoiles. Et dans l'esprit superstitieux de l'époque, ces calculs compliqués, ça franchit très vite la ligne vers l'astrologie occulte. On transforme son génie en crime. Il n'a même pas le droit de se défendre. On lui prend tout, on l'enferme dans un cachot à Pavie, en sachant très bien qu'il va être torturé et tué. L'effondrement intégral. Et privé de sa bibliothèque, de tout confort, il va puiser dans sa propre mémoire. La source rappelle que les savants de l'Antiquité avaient une mémoire bien supérieure à la nôtre. C'est là qu'il commence à écrire La consolation de la philosophie. La scène d'ouverture est incroyable, il est en pleurs, il écrit des poèmes tristes sur sa situation, et soudain, une femme majestueuse apparaît. La philosophie en personne. Et elle ne vient pas du tout pour le consoler avec douceur. Ah non, elle le secoue violemment, elle vire les muses de la poésie en disant qu'elle le rende malade. C'est quoi son diagnostic au juste? Elle lui explique qu'il fait une erreur philosophique majeure en se plaignant de la fortune. La fortune, par définition, c'est une roue qui tourne. Elle lui a prêté des biens matériels et maintenant elle les reprend. Il n'a rien perdu de ce qui lui appartenait vraiment. C'est un peu dur à entendre, non? Le type va être torturé et elle lui dit de pas pleurer pour ses châteaux. Ça fait un peu syndrome de Stockholm intellectuel, tu trouves pas? Je comprends qu'on puisse voir ça comme ça aujourd'hui. Mais c'est pas du déni. C'est une ablation chirurgicale des fausses sources de bonheur. Elle lui prouve que la richesse, le pouvoir, la célébrité, tout ça dépend des autres. Donc ça ne peut pas être le vrai bonheur. Le vrai bonheur doit être autonome et permanent. Il ne se trouve qu'en Dieu. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant pour moi. On a ce texte magnifique, écrit par un homme innocent, persécuté par un roi d'une autre confession religieuse. Il va mourir et on ne trouve aucun mot chrétien dans tout le livre. Pas une seule mention du Christ. Rien, pas de citation de la Bible, aucun dogme, le silence total. Pendant des siècles, les érudits se sont battus là-dessus. Est-ce qu'il était devenu païen face à la mort? C'est un mystère génial. L'étude des manuscrits anciens a finalement tranché ce débat, mais ça a pris plus de 1000 ans. Au XIXe siècle, beaucoup le voyaient encore comme le dernier des Romains, un païen. Jusqu'à cette fameuse découverte de 1877, si je me souviens bien. Exact. Le philologue Alfred Holder a découvert un manuscrit du Xe siècle qui prouve irréfutablement que Boès avait écrit des traités de théologie chrétienne très complexes avant sa chute, comme le De Sancta Trinicae. Donc il était profondément chrétien. Un théologien même. Absolument. La preuve était faite. Mais ça rend la question encore plus dingue. Pourquoi un théologien, à quelques jours de sa mort, efface-t-il toute trace de sa religion dans son testament spirituel? C'est toute la subtilité de la démarche de Boès, que Bocconiano analyse très bien dans notre source. Boès ne veut pas écrire un catéchisme. Il veut construire un escalier. Il utilise la philosophie antique pour élever la raison humaine jusqu'au seuil de la foi. Une démonstration universelle, en fait. Il prend les différentes écoles philosophiques et les utilise comme un tamis. D'abord Épicure pour balayer l'idée que les plaisirs du corps peuvent sauver l'âme. Ensuite, il passe au stoïcisme. On sent beaucoup l'influence de Sénèque là-dedans. Le stoïcisme l'aide à bâtir sa citadelle intérieure, à contrôler ses passions. Théodoric ne peut pas toucher à sa volonté. Mais la philosophie lui dit que c'est pas encore suffisant. Le stoïcisme, c'est trop froid, trop orgueilleux. Il faut un guide supérieur. Et ce guide, c'est Platon. Oui, particulièrement avec le Timée. Boès s'élève vers l'idée d'un Dieu unique, un créateur providentiel qui maintient l'harmonie du monde. Il démontre que la raison pure mène forcément à l'existence d'un Dieu bon.
Il prouve que la raison et la foi marchent main dans la main. C'est d'une rigueur absolue. D'ailleurs, la forme même du livre reflète ça. Il alterne entre la prose et la poésie. La prose, c'est pour la logique implacable d'Aristote, des syllogismes très stricts. Tu peux nous donner un exemple de la façon dont il utilise ces syllogismes? Bien sûr, il dit par exemple, première prémisse, tout humain désire le vrai bonheur. Deuxième prémisse, les biens de ce monde sont imparfaits. Conclusion, le vrai bonheur ne peut exister qu'en dehors de ce monde, donc en Dieu. C'est verrouillé, imparable. Et quand la logique atteint son point culminant, la tension est tellement forte que le texte bascule dans la poésie. Ça offre une respiration, une élévation de l'âme pour digérer la vérité qu'on vient de découvrir. Et cette gymnastique mentale atteint des sommets sur un sujet en particulier, le grand paradoxe de la prescience divine et du libre arbitre. Si Dieu sait tout ce qui va arriver, est-ce qu'on est vraiment libre? C'est la grande question, oui. Si Dieu sait que je vais faire tel choix demain, alors mon choix est déjà écrit. Et si je suis pas libre, à quoi ça sert d'être quelqu'un de bien? La responsabilité morale n'existe plus. Pour un homme enfermé dans un cachot en attendant le bourreau, c'est pas juste un jeu intellectuel, c'est une question de survie mentale. L'idée qu'il était destiné à finir comme ça depuis la création du monde, ça aurait pu le détruire. Comment il s'en sort? Par une idée vraiment brillante, il redéfinit le rapport de Dieu au temps. Boès dit que l'éternité, c'est pas un temps très long, c'est la possession totale et simultanée d'une vie sans limite. Donc Dieu n'a pas de passé, de présent et de futur comme nous. C'est ça, Dieu vit dans un présent éternel. Il est au-dessus de la ligne du temps. Il observe tout d'un seul coup. Mais ça change tout. Donc quand Dieu voit ce qu'on fait, il ne prédit pas le futur, il l'observe dans son présent à lui. Exactement. Il voit notre liberté en train de s'exercer. C'est comme regarder quelqu'un marcher dans la rue. Le fait de le voir marcher ne l'oblige pas à marcher. Boès sauve ainsi la providence divine et la liberté humaine. Il redonne du sens à ses propres choix, même dans cette cellule. Et ce qui est fou, c'est qu'il récupère aussi les vieux mythes païens dans sa poésie. Orphée, Hercule, Circé, Mais il les nettoie de tout leur aspect charnel. Orphée, par exemple, qui descend aux enfers pour chercher Eurydice et qui se retourne au dernier moment. Pour Boès, c'est plus une histoire d'amour romantique. Plus du tout. C'est une allégorie morale très sévère. L'esprit humain qui monte vers la vérité suprême ne doit jamais regarder en arrière, vers les attachements matériels, sinon il perd toute la lumière qu'il avait gagnée. Tout est transformé en leçon de raison. Et cet alliage entre Aristote et Platon, ça va pas rester dans ce cachot, ça va littéralement façonner l'Europe. L'héritage est incalculable. Boès a créé la matrice de la pensée du Moyen-Âge. Cette façon d'utiliser la logique déductive pour analyser la théologie, c'est la naissance de la scolastique. La base des universités européennes pendant 10 siècles. Thomas d'Aquin a utilisé ces définitions. Dante le place au paradis, dans la Divine Comédie, parmi les grands esprits lumineux. Après la Bible, la Consolation est le livre le plus lu du Moyen-Âge. C'est la revanche totale de l'esprit sur le tyran. Théodoric a tué le corps de Boès en 524, mais en l'isolant, il lui a donné la concentration nécessaire pour créer un chef-d'œuvre immortel. Ce qui m'amène à la leçon qu'on peut en tirer aujourd'hui. C'est la preuve éclatante que l'érudition, la pensée structurée, c'est pas juste pour briller en société, c'est une arme de survie. Face à l'injustice ou la douleur, la raison peut bâtir un sanctuaire que personne ne peut détruire. Je partage entièrement cette conclusion, mais ça soulève une ultime réflexion, une idée qu'on peut laisser mûrir chez ceux qui nous écoutent. On a vu que l'isolement extrême et la privation ont été le catalyseur de cette œuvre géniale. L'esprit s'est élevé parce qu'il n'y avait plus de distraction. Voilà. Alors, qu'est-ce que notre époque moderne risque, avec son confort infini et ses écrans partout? Peut-être que la vraie prison aujourd'hui, c'est pas un cachot de pierre, mais cette absence totale et volontaire de silence. Et d'un autre côté, si Boès a écrit un texte purement dogmatique pour se rassurer, au lieu de faire appel à la philosophie universelle, est-ce que son livre aurait traversé 1000 ans d'histoire pour nous toucher encore aujourd'hui? C'est justement cette absence de dogme qui a rendu cette consolation immortelle. C'est une excellente réflexion pour terminer. Merci d'avoir suivi The Deep Dive à travers cette histoire incroyable. Ça nous rappelle à tous l'importance d'interroger nos certitudes et de muscler notre architecture mentale. Plus que jamais, cultiver son esprit critique, c'est vital. À la prochaine!